Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce plateau spécial. Un plateau qui va être un plateau d'actualité parce que nous allons parler d'un sujet qui intéresse tout le monde et qui est au cœur de tous les débats dans notre pays. Vous avez compris, nous parlerons du dialogue. Le dialogue, nous allons l'examiner sous un angle particulier parce qu'aujourd'hui, il se présente à nous sous deux formats. Le format de ceux qui sont pour le dialogue et le format de ceux qui sont contre le dialogue. Dans tous les cas, c'est comme si c'était l'horizon final de l'analyse actuelle. Nous avons donc décidé, avec ce que vous allez découvrir tout à l'heure, de nous pencher sur une perception nouvelle qui nous a été livrée. Les hommes politiques, quand ils décident de réfléchir, ils alimentent ainsi la presse, et la presse est heureuse de prendre leurs réflexions pour en faire sujet à débat. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui autour de la 9e tribune de l'honorable Adolphe Muzito, qui venait de publier une tribune sur le dialogue. Lui, il prend un autre angle de perception et il voit le dialogue au-delà de ce qui a été proposé aujourd'hui. Nous allons avec bonheur analyser, scruter l'ensemble de sa pensée en la confrontant aux intelligences présentes, mais surtout aussi aux réalités que nous avons sur le terrain. Pour en parler sur ce plateau, je suis avec José Nawej, qui est éditeur et journaliste, éditeur du Forum des As, que je salue. Bonjour José. Bonjour Willy. Avec vous, nous allons tout à l'heure nous pencher sur cette question. Et à votre droite, je salue Steve Kiwata, qu'on ne présente plus, qui est analyste politique, mais qui est en même temps un homme de réflexion, qui est connu aujourd'hui comme étant parmi les grands animateurs de l'Université populaire, qui est une initiative de celui qui est l'auteur de cette tribune. Et à droite, Moïse Moussangana, directeur général de Canal Kin Télévision. Nous prions pour que cette chaîne commence rapidement. Moïse est ici. Moïse, donc, avec vous, nous allons examiner cette tribune. Je voudrais donc rappeler aux téléspectateurs que plusieurs journaux ont publié cette 9e tribune. Essentiellement, l'honorable Muzito l'a titré lui-même en disant « Dialogue ». Il a vu deux transitions et il a vu deux dialogues en fait. Il estime qu'il y a dans cet aspect historique de notre pays deux dialogues et deux transitions. C'est donc avec cette thématique que nous commençons cette émission. Et la première question, je voudrais la poser à José Nawej, non seulement comme éditeur, parce qu'il a publié cette tribune, mais surtout comme lecteur, analyste. Qu'est-ce que lui, il a trouvé de particulier dans cette tribune? José Nawej. Oui, chers confrères, disons que la 9e tribune de M. Adolphe Muzito a ceci de particulier, c'est que non seulement il porte sur un sujet éminemment d'actualité, à savoir le dialogue, mais ce n'est pas le dialogue au sens strict du terme ou du concept. C'est que le Premier ministre Muzito anticipe les problèmes que pourrait charrier éventuellement ces dialogues. En termes clairs, il va au-delà des préoccupations purement électorales. Nous savons tous que le dialogue, s'il a été convoqué par le président de la République, c'est pour, entre autres, poser le problème du calendrier électoral, que tout le monde voudrait consensuel, poser le problème du recensement des nouveaux majeurs, mise à jour du fichier électoral, financement des élections, sécurisation de celles-ci aussi. Bon, ça c'est le dialogue tel que le président l'a défini. Alors, le mérite ou la particularité de la réflexion d'Adolphe Muzito, c'est qu'il dégage des scénarios. Il a 4 schémas déjà avec lui dans sa réflexion, des scénarios qui pourraient finalement résulter ou sur lesquels pourrait déboucher ce dialogue. C'est en cela que la réflexion de l'honorable Muzito est intéressante, parce que une chose est de parler dialogue, mais une autre qui est, me semble-t-il, la plus importante, est de savoir que faire au cas où, par exemple, telle chose. Voilà. En tout cas, merci de cette première prise de parole. Je m'en remets un peu à Moïse Moussangana.
C'est vrai que l'honorable Mouzito écrit beaucoup. Ces derniers temps, il est un pourvoyeur de matière. Et de la matière grise, c'est une bonne chose. Mais est-ce que, à votre lecture, vous pensez que c'était une tribune de plus ou bien, indépendamment de ce que José tout à l'heure a dit, il a fait avancer les débats sur la matière, ou bien il avance de manière parallèle, ou bien il est venu substantiellement apporter de l'eau à ce moulin de dialogue. Merci de la parole. Mais je dirais que oui, si il apporte quelque chose, il apporte quoi? Il apporte quelque chose en ceci que ce dialogue, où je voudrais d'abord parler de la tribune, cette tribune serait sans objet si elle ne reposait pas sur une armature qui est principale, à mon avis. Cette armature, c'est laquelle? Je voudrais lire une phrase, un passage. Les crises congolaises apparaissent lors de périodes d'alternance démocratique. La cause profonde reste le non-respect des textes constitutionnels par les acteurs politiques, ainsi que la propension à changer les règles du jeu chaque fois qu'apparaissent les enjeux de conservation du pouvoir ou de la conquête. Voilà l'armature principale de la 9e tribune de M. Adolphe Mouzito. Donc sans cette armature, ça serait sans objet. Et cette armature que j'appelle hypothèse vient répondre provisoirement à une problématique. La problématique, il la pose aussi en disant les crises politiques qui opposent la classe politique congolaise depuis l'indépendance et qui conduisent de manière cyclique au dialogue, aux conférences et aux forums. Voilà. Le professeur Moutamba Makombo, si je m'abuse, a fait une étude qui a consisté à inventorier les différents dialogues que nous avons eus depuis l'indépendance, depuis Tananarive jusqu'à ce jour. Il en a comptabilisé 22. Et comme M. Adolphe Mouzito le dit, vous voyez qu'il y a une récurrence. C'est-à-dire qu'il y a une crise qui est récurrente, qui engendre ces forums qui sont aussi récurrents. Mais la cause profonde, c'est laquelle? C'est le non-respect des textes constitutionnels, c'est la propension à vouloir changer les règles du jeu. Et il le dit même, en parlant par exemple de 1964, il parle du putsch de Joseph Kasavubu, qui a consisté du putsch à la loi fondamentale, parce que la Constitution devait être rédigée, non pas par une commission constitutionnelle, mais plutôt par les élus du peuple. Donc voilà, c'est ça qui fait la substance de la tribune d'Adolphe Mouzito. Le reste, les scénarios qui s'en suivent, quel est le développement? Oui, nous allons parler, mais José, rapidement. Oui, peut-être un petit mot. Moïse vient de m'inspirer autre chose. Outre le fait que les acteurs politiques ont la propension à violer le texte, mais il y a un élément essentiel, me semble-t-il, c'est que très souvent, chez nous, le dialogue, quel que soit le terme qu'on peut lui donner, il y a eu Sun City, il y a eu Conférence nationale, sont souvent perçus comme des espaces de conservation ou d'accession au pouvoir. Et c'est ce qui piège les débats finalement, parce que, et si nous nous prenons garde, si nous réduisons le dialogue à un énième espace de conservation pour ceux qui ont le pouvoir, ou d'accession pour ceux qui aspirent à ce même pouvoir, si nous réduisons ce dialogue à cela, eh bien, nous risquons de nous réveiller demain avec la langue de bois. Et d'ailleurs, l'honorable Mouzito, conscient de ce piège-là qui veut qu'on est dans les dialogues pour pouvoir se partager les responsabilités, sans forcément entrer dans le fond du problème, dit que le dialogue doit aller au-delà de l'enjeu électoral. Et c'est cela que je voudrais quand même qu'on discute un peu avec Steve. Il veut que le dialogue aille au-delà de l'enjeu électoral, mais il l'amène plus loin. Il pense que le dialogue peut en lui-même régler le péché originel que nous traînons depuis 50 ans autour de la manière dont
nous gérons la question constitutionnelle. Vous avez la parole. Oui, effectivement, les deux aînés l'ont dit avec une très grande élégance et brillamment, que les dialogues politiques en République démocratique du Congo a toujours concerné les acteurs politiques par rapport à leur stratégie de conquête du pouvoir. D'où nous assistons depuis les années 60 à des dialogues partage du gâteau. Malheureusement, ces dialogues ne résolvent pas le vrai problème du peuple, d'où l'ancien Premier ministre Muzito en appelle au dialogue citoyen. Parce qu'aujourd'hui, 55 ans ou 56 ans après l'indépendance, le peuple considère le politicien comme constituant un bloc. Et le peuple évalue l'action de la politique de la même façon, d'où la politique aujourd'hui, par une majorité du peuple, est considérée comme étant l'art de dire les mensonges. Par conséquent, les acteurs politiques doivent savoir qu'au-delà du dialogue politique qui concerne leur stratégie de conquête du pouvoir, ils doivent tenir un dialogue citoyen envers le peuple pour évaluer les actions. Et c'est comme ça qu'ils parlent de deux dialogues. Effectivement, c'est comme ça qu'ils parlent de deux dialogues. Le premier dialogue, ça serait le dialogue politique. Et le deuxième dialogue, ça serait le dialogue citoyen. Parce que les politiciens doivent savoir que lorsqu'ils se battent pour le pouvoir, de l'autre côté, il y a 2 millions de nouveaux chômeurs qui entrent dans les marchés de l'emploi. Et lorsqu'ils ne prennent pas, chaque année, lorsqu'ils ne prennent pas de solution pour cela, la situation va s'aggraver. Aujourd'hui, nous avons le système de Kuluna, le Chege. C'est entre autres de conséquences de ces problèmes d'emploi. Les politiciens doivent savoir que lorsqu'ils sont distraits par leur dispute de pouvoir, dans l'entretemps, Kinshasa n'est qu'habité par 10% de son territoire. Ce n'est que 10% de son territoire qui est habité. Côté Maluku, c'est inhabité. Et on est en train de vivre dans la promiscuité, dans la petite partie qui est habitable. Il faut avoir une vision quant à ça. Ils doivent savoir qu'il y a des inondations. Il y a de gens qui meurent à chaque fois qu'il y a pluie. Pourtant, la saison de pluie est censée être permanente et régulière. Donc, le politicien doit savoir qu'à chaque fois qu'eux, ils se battent pour le pouvoir, ce pouvoir qui devait leur servir à résoudre le problème du peuple, eh bien, très souvent, ils ne font pas grand-chose pour le peuple, d'où ils doivent savoir qu'au-delà du dialogue politique, il faut un deuxième dialogue qui est le dialogue citoyen. Donc, un dialogue horizontal entre les hommes politiques, ce qui est en train de se faire maintenant, et un dialogue vertical, sur lequel il n'est pas totalement revenu parce que j'espère que comme il est prolixe et inspiré, il va nous produire une autre tribune sur le dialogue citoyen, comment il entend le voir s'organiser. Mais revenons d'abord au dialogue parce qu'il a mis des scénarios. Il a mis un certain nombre d'hypothèses de travail, mais qui sont en réalité des chemins possibles, du possible. Alors, José Naoué, essayons d'aller de manière systématique. Révisitons un peu les 4 scénarios qu'il nous propose. Premier scénario. Le premier scénario, c'est le dialogue se tient normalement pendant cette année et il permet à ce que l'on débouche normalement sur les élections dans les délais constitutionnels. Ce dialogue-là, c'est comme dans les jargons journalistiques, c'est les trains qui partent à l'heure, ne nous intéresse pas beaucoup. Oui. Alors, le dialogue qui nous intéresse beaucoup, c'est à partir du scénario qui nous intéresse beaucoup, c'est le scénario qui vient après. Alors, mais oui. Je vois que vous avez déjà un petit parti pris par rapport aux difficultés. Mais on peut aussi vivre normalement. Oui. On peut le faire normalement. Nous sommes au mois de janvier. Oui. Nous ne savons pas ce qui peut se passer jusqu'au mois de décembre. Oui. Bon, restons un tout petit peu sur le premier scénario. Oui. Le dialogue se tient cette année et les élections se tiennent cette année. Oui. Nous arrivons au mois de novembre, il y a l'alternance. Oui. Ça se passe normalement. Pourquoi ça ne vous intéresse pas ça? Non, parce que ça ne fait pas problème. Ça ne pose aucun problème, c'est dans l'ordre naturel des choses. Alors, on ne passerait pas le temps à dire, voilà, à 90 jours de l'élection présidentielle, on convoque les corps électoraux, et puis l'élection présidentielle a lieu, et puis le 20 décembre, il y a passage civilisé du pouvoir. Alors, quel intérêt? C'est le déroulé normal de la Constitution. Oui, d'accord. Steve? Oui, moi je pense qu'il y a une petite nuance qui a été faite dans le premier scénario. C'est au fait, on tient le dialogue en 2016,
mais on prend comme résolution que les élections doivent être organisées dans le délai constitutionnel. Mais là, effectivement, on doit se poser la question, avec tout ce qu'il y a comme demande de l'opposition, tout ce qu'il y a comme problème, est-ce que l'on peut organiser ces élections dans les délais constitutionnels? Il y a effectivement le problème de financement des élections, il y a les problèmes de la révision du fichier électoral, il y a les problèmes du calendrier consensuel, et il y a même de réclamations, entre autres de l'UDPS, que l'on doit remettre en place une nouvelle CENI. Par rapport à ces scénarios, premier scénario, vous avez certainement lu aussi, parce qu'à cette tribune, lui, il a évoqué le premier scénario, mais il y a aussi les G7, par exemple, qui lui estiment, et ils ont fait une déclaration. Je crois que c'est un des groupes politiques qui a dans presque tous les jours, il y a une nouvelle déclaration du G7. Je ne sais pas pourquoi ils sont si forts dans les déclarations, mais néanmoins, à leur avantage, ils ont même publié un calendrier en disant, voilà l'année 2016, nous sommes au mois de janvier, nous pouvons arriver à faire tout dans une année. José Naoué, avant que je ne revienne à Moïse, le G7 s'est trompé ou il a fait simplement de la politique politicienne en parlant du premier scénario? Bon, je me garderai de juger. Moi, j'observe simplement que le G7 fait ce qu'on appelle, on est d'accord, on n'est pas d'accord, là n'est pas le sujet. Il fait ce qu'on appelle l'opposition de proposition. De la même manière que le Premier ministre, il est là, il ne divague pas, il ne raconte pas sa vie, il fait des propositions. On peut les agréer, on peut être d'accord avec, on peut ne pas être d'accord, au demeurant, c'est cela la démocratie. Donc, le mérite du G7 ici, c'est d'avoir mis, comme Mouzito, quelque chose sur la table. Que dit le G7? Le G7 dit, d'un mot, que les élections, on peut le faire dans les délais. Et il donne un chronogramme. Il séquence cette période en termes de trimestres. Premier trimestre, je lis, le premier trimestre, il y aura acquisition de kits et matériel d'enrôlement. Deuxième trimestre, révision du fichier électoral. Troisième trimestre, mise à jour du cadre légal, etc. Et puis, quatrième trimestre, élection provinciale, législative et présidentielle. En fait, il parle des élections dont on dit qu'elles seraient constitutionnellement contraignantes. Voilà. Ça, c'est le mérite de ce groupement-là. Une fois qu'on a dit ça, Willy, je crois que c'est le plus important. Là, je rebondis sur ce qu'a dit Maître Steve. Oui, c'est que nous ne nous cachons pas non plus derrière nos petits doigts. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui renseigne sur le moindre début de préparatifs des élections. Et ce, dans les chefs de toutes les parties au processus électoral. J'entends par là la CENI, le gouvernement, les partis politiques, opposition comme pouvoir. Nous voyons beaucoup de carnaval, beaucoup de ballets, etc., etc. Beaucoup de déclarations sur les plateaux de télévision, dans nos journaux. C'est bien pour nous, nous alimentons les débats. Mais il n'y a aucune formation politique qui prépare véritablement les élections. D'où la question fondamentale, est-ce que, maintenant que nous tendons déjà vers fin janvier, est-ce que dans les 9 mois qui viennent, on peut raisonnablement rêver que les élections dans ces pays-là se tiendraient à échéance, à terme échu? C'est une question fondamentale. Alors, si la réponse est non, donc ça valide davantage la réflexion de l'honorable Mouzito, parce que plutôt que de subir les événements, il les anticipe. Il anticipe en parlant du deuxième scénario. Il dit, dans ces conditions-là, parce que ça ne suffira pas, dans l'année 2016, alors voyons le dialogue comme étant un consensus pour dépasser le cadre constitutionnel. Et ça signifie l'année de la contrainte. Pouvez-vous nous décrire un peu comment vous voyez le deuxième scénario? Et je vous demanderai à Moïse des commentaires. Oui, le deuxième scénario, on ne sort pas du cadre constitutionnel, mais on cherche à adapter la Constitution à la réalité. C'est-à-dire la réalité serait qu'on doit mettre en place un gouvernement d'union nationale, mais compte tenu du fait que la Constitution actuellement considère que le gouvernement est l'émanation du Parlement et que le concept en soi, gouvernement d'union nationale, n'est pas consigné dans la Constitution, on devra réviser la Constitution pour permettre à ce que, dans des cas de crise, de pareille crise, que l'on mette en place un gouvernement d'union nationale et on accepte un glissement technique pour 2 ans afin d'organiser les élections. Donc voilà le deuxième scénario, dont la constitution actuelle est maintenue, mais on fait une révision constitutionnelle pour permettre à ce que le gouvernement d'union nationale puisse organiser les élections pendant un délai de 2 ans.
Moïse Msangana, l'UDPS de Etienne Tshisekedi est partie prenante à ce dialogue. En tout cas, jusqu'aux dernières déclarations, ils sont partie prenante. Et hier, d'ailleurs, ils ont été reçus par les facilitateurs Edem Kodjo. Mais vous pensez que le deuxième scénario ici, d'un gouvernement d'union nationale et d'un glissement technique et d'une révision de la Constitution pour donner un cadre aux résolutions du dialogue, c'est cet esprit-là que l'UDPS se poursuit ou bien l'UDPS y va avec un autre agenda? Bon, avant de répondre à votre question, une observation. Parce que les dialogues, quand je l'analyse par rapport à la problématique, plutôt à l'hypothèse que j'ai appelée armature principale de l'ancien Premier ministre Mouzito, qu'est-ce que je voudrais voir? Je voudrais dire que les dialogues par rapport à cette hypothèse-là, les dialogues, c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec d'une gouvernance. Parce que quand on voit ce qui est inscrit à l'agenda du dialogue, notamment fichier électoral, sécurisation des élections, financement des élections, ce sont des choses qui entrent dans l'ordre normal d'une gouvernance. Et quand un gouvernement en arrive à cela, ça veut dire qu'il y a un échec d'une gouvernance. Parce que faire respirer la démocratie par l'élection, par l'organisation des élections, qui n'est pas seulement les choix des dirigeants, mais qui est aussi une participation de la population à la définition de la politique qui doit conduire la nation, parce qu'il faut voir les élections au-delà du choix des dirigeants. Donc ça veut dire que c'est pourquoi il faut que cycliquement qu'on organise des élections qui essaient de faire respirer la démocratie. Et quand un gouvernement en arrive à ne pas organiser les élections, il ne s'inscrit pas dans le cadre d'une vie démocratique normale. Donc, c'est un échec. Et la tribune de l'honorable Mouzito vient en rescousse d'une gouvernance qui est en panne. Alors maintenant, c'est ça tout le problème. Est-ce que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce que tout aussi dépend de l'attitude de ceux qui sont au pouvoir, est-ce que se sentent-ils fiers de ne pas avoir organisé les élections comme le recommandent les textes qui nous régissent? Alors, il faut qu'ils aient une attitude. Et c'est là, s'ils ont une certaine attitude, là, ça peut rencontrer le vœu des autres, comme l'UDPS et consorts, là, ça peut marcher. Mais si, comme nous les constatons, l'UDPS reste, il dit, bon, oui, je veux les dialogues, mais ces dialogues qui doivent respecter les textes constitutionnels, et le problème déjà que pose déjà Mouzito dans sa 9e tribune, entre parenthèses, je voudrais dire que Mouzito est même plus que le G7. Mais c'est peut-être la manière de poser le problème qui est différente. Peut-être le G7 s'est illustré en fanfaronnade et consort, en spectacle, alors que Mouzito a posé le problème de manière intelligible. C'est pourquoi il n'y a pas assez de secousses, même dans sa famille politique. Donc voilà. Donc, cela étant, quelle est l'attitude de ceux à qui la nation avait confié la direction du pays? Ça, vous l'avez déjà dit. Ok. Alors, mais revenez un peu aux partenaires, parce que le deuxième scénario ne réussit que si tous ceux qui sont parties prenantes acceptent ces glissements. Mais à condition que ceux à qui on avait confié la direction du parti acceptent qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Alors on peut tendre nous tous vers un consensus. Je mets à la décharge des autorités le fait que le président de la République a fait 3 messages pour dire qu'il y avait un problème, il a reconnu. Le fait que le dialogue a été convoqué, je crois qu'il y a cette attitude-là, c'est déjà reconnaître que le cadre normatif normal... Mais ce n'est pas une absolution non plus. Non, mais ce n'est pas non plus... Ils ne sont pas à la confession, ils ne sont pas à la messe. En politique, ce n'est pas la messe. Donc, ils ont quand même posé les actes nécessaires qui prouvent que le cadre normal n'a pas réglé, le cadre d'institution n'a pas réglé le problème. Donc, je voudrais seulement que vous puissiez... Est-ce que c'est le cadre normal qui n'a pas pu régler le problème ou ce sont les personnes? Les deux là sont liés. Qui doivent utiliser ces cadres-là pour conduire la nation. Là, on va dire que vous faites la chasse aux sorcières. Non, je ne fais pas la chasse alors, aux sorcières. nous allons regarder les institutions.
nous regardons les hommes, mais les hommes, on ne peut pas les voir en dehors des institutions. Mais je reviens encore, j'insiste, Moïse, sur l'attitude des partenaires au dialogue. Sont-ils dans la même perception que ce que nous indique le deuxième scénario, ou bien nous allons nous attendre encore à une catastrophe? Là, Vous ne savez pas. Oui, je dis que si il n'y a pas une attitude qui doit conduire vers une synthèse, c'est-à-dire que les uns acceptent que voilà, on a trébuché, comme vous venez de le dire, et que les autres disent, écoute, nous n'avons pas envie quand même de brûler la case, mais on tend vers une synthèse, là, ça pourrait marcher. Mais là, ça pourrait marcher. D'accord, je reviens. Je crois que l'UDPS les pose déjà même à travers sa feuille de route. D'accord. Je suis sur la question. Oui. Deuxième scénario. Quelles sont les chances, je le pose autrement, hein, quelles sont les chances que ce deuxième scénario s'accomplisse? Parce que je pense qu'il est, dans l'ère actuelle, moins coûteux que toute autre considération qui pourrait être grave. Quelles sont les chances qu'il réussisse? Oui, les chances, c'est d'abord le nécessaire consensus. En réalité, quel que soit le scénario, l'élément basique, c'est le consensus politique. Parce qu'on aura beau avoir des textes, on a toujours eu des textes dans ce pays-là, depuis que ce pays-là existe, il y a des textes, je crois que parmi les meilleurs au monde. Mais une chose est d'avoir des textes, mais une autre est d'avoir le consensus qui digère ces textes. Parce que les textes, ce ne sont pas, des éléments figés. Et tout notre drame, c'est que très souvent chez nous, le droit précède le fait au lieu de l'inverse. En fait, ta question est fondamentale en ceci, c'est qu'aujourd'hui, nous devons avoir aussi une lecture historique des événements. On aura eu un gouvernement qui aura décliné tout ce qu'il devait faire dans le délai, qui aurait par exemple un problème de calendrier électoral. Ces problèmes-là ne relèvent pas que du gouvernement. Donc il faut nuancer cette lecture de Moïse, quoique elle est par bien des aspects est tout à fait à mes yeux valable, mais la nuance c'est que ici les élections ne sont pas que le fait du gouvernement. Elles ne sont pas plus qu'elles ne sont que le fait de la CNI. Les élections sont le fait de tous les partenaires à ce processus-là. Et l'élément majeur, c'est le consensus. Parce que nous ne devons pas analyser ce qui se passe aujourd'hui, on est toujours dans la tribune, sans faire un parallèle avec 2006 et 2011. C'est que nous avions des textes, mais nous avions plusieurs volontés autour de ces textes, plusieurs lectures autour de ces textes. Ça donnait quoi? Ça donnait des fusillades dans cette ville de Kinshasa en 2006. Ça donnait aussi la cacophonie en 2011 où on a assisté à 2 prestations de serment. Est-ce que nous devrions continuer comme ça? Alors, l'antidote à cela, me semble-t-il, c'est le consensus politique. Par rapport au consensus politique, j'observe quoi? J'observe que, d'une part, vous avez le dialogue tel que le président l'a défini, avec une charpente que tout le monde connaît, mais vous avez l'UDPS qui parle du dialogue. Il précise que, c'est ce dialogue qui résulte de l'accord cadre et des résolutions des Nations Unies relatives à cet accord, mais aussi l'UDPS insiste sur la médiation internationale. Alors, si dans ces convergences parallèles, on trouve un consensus, et que aussi, on essaye, parce que nous parlons d'un dialogue inclusif. On a même oublié la notion d'inclusion. Et c'est qu'ici, par inclusif, il faut entendre un dialogue qui rassemble toutes les forces significatives. Et il me semble que jusque-là, dans l'opposition, si l'UDPS, qui est incontestablement le principal parti de l'opposition, hier comme aujourd'hui, il y a aussi d'autres poids lourds de cette opposition, que sont le G7, la dynamique de l'opposition, l'opposition nationaliste, etc., qui ne sont, en tout cas les deux premières, ne sont pas encore chaudes pour ce dialogue tel qu'il s'est fait. Alors nous allons parler du 3e scénario, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On revisite une tribune en même temps qu'on analyse. On la présente aussi à l'opinion pour ceux qui n'ont pas lu. Maître Steve, évidemment, nous avons parlé du G7 pour le premier scénario, comme étant s'alignant sur ce niveau. Nous venons de parler de l'UDPS comme étant les partenaires, d'une certaine manière, du 2e scénario. Mais il y a ceux qui ont refusé catégoriquement
de participer à ce dialogue et qui sont comme ça un peu en posture attentiste en disant ce qu'ils sont en train de faire, c'est une trahison. Mais quel est le déroulé du troisième scénario? Dans le troisième scénario, ça, c'est pas complètement de ceux qui, pour les nonistes, mais le troisième scénario, on veut quand même sortir du cadre de la Constitution actuelle. Parce qu'on trouve que même si on faisait une révision constitutionnelle, elle ne serait pas très adaptée pour mieux faire marcher une probable transition. D'où, dans le troisième scénario, on trouve un compromis politique factuel, un compromis de fait, pour mettre en place une transition qui aura comme objectif d'organiser les élections. C'est là où effectivement intervient des hypothèses et l'ancien Premier ministre parle de l'ancien péché originel que l'on doit résoudre. Donc il y a la première hypothèse où la transition va rédiger un acte constitutionnel ainsi qu'une constitution définitive. Mais là, malheureusement, on risquerait encore un jour de poser des questions sur la légitimité de cette constitution parce que le rapport de force changeant. D'où, lui, il rebondit pour faire cette proposition qu'a toujours faite le PALU, cette proposition qu'a toujours faite le secrétaire général du PALU, le patriarche Antoine Gizenga, qui est celui de résoudre le péché originel, qui est celui de faire en sorte qu'en dehors de la première transition qui doit avoir comme objectif dans l'organisation des élections, eh bien, qu'il y ait une deuxième transition qui va mettre en place, grâce à la première transition, qui sera mise en place, où sera mise en place une constituante élue et qui aura comme compétence d'élaborer une constitution définitive. Et là, d'ailleurs, il en prend pour preuve notre propre constitution, la loi fondamentale, la première de constitution qui nous a donné ces schémas, et il en prend encore pour preuve l'article 195 de l'actuelle constitution belge, qui considère que même pour une révision constitutionnelle, il faut que la chambre qui propose la révision soit dissoute afin qu'il y ait d'autres élections pour mettre en place une chambre élue qui aura comme compétence de terminer l'adoption de la constitution définitive. Donc, c'est ça le troisième scénario. Le troisième scénario, nous entrons dans la stratosphère de Muzito. C'est déjà très subtil. Alors, essayons de vulgariser ça. Si j'ai bien compris, c'est que non seulement le dialogue va se faire, mais il va se faire pour mettre en place une transition. Oui. Ce qui est aussi une proposition de l'opposition nationaliste Steve Mbikai. Hein, et puis bon, on doit mettre une transition pour garantir les élections. Mais là où la proposition d'Adolphe Muzito va plus loin, c'est qu'il dit non, on ne met pas une transition pour une transition. C'est une transition pour mettre en place une constitution en suivant la volonté des pères fondateurs. Effectivement. Voilà. Donc je crois que c'est assez important qu'on le signale et que justice soit faite à cette pensée. Alors nous avons essayé de développer, vous prenez la parole librement, pour développer ce troisième scénario. Oui, je pense que c'est en fait le summum de la pensée du Premier ministre Muzito, parce que finalement, dans ces pays-là, on aura tout essayé. Et on aura tout essayé, mais tout ce qu'on n'a pas fait d'essentiel, jusque-là on tourne autour du pot, c'est qu'on ne s'est jamais interrogé sur la nature réelle de notre constitution. Nous avons quelle constitution? Est-ce que c'est une constitution véritablement d'essence populaire ou c'est une constitution d'essence élitiste, j'ai presque envie de dire étrangère? Nous trois, nous avons été à Sun City, nous en savons sur cette constitution qui nous régit, hélas. Et ce n'est pas la première constitution du genre. Et quand nous parlons de la souveraineté populaire, cette notion de la souveraineté populaire postule qu'on ait une constitution qui fait du peuple l'alpha et l'oméga de la vie nationale. Et pour faire du peuple l'alpha et l'oméga de la vie nationale, c'est que ce peuple doit être aussi bien en amont qu'en aval. C'est le peuple qui envoie une constituante
sur base d'une volonté claire. Et c'est le même peuple qui sanctionne ce qu'aura fait la constituante. Et là, nous avons une constitution qui est en phase avec les vraies aspirations de la population. Et je crois que là, c'est une question cardinale. Et si c'est un péché originel, parce que ça dicte beaucoup de nos comportements. Les comportements des élites, je n'aime pas trop ce terme-là. Et le fait de jouer beaucoup avec les textes, parce que ce sont des textes qui n'ont pas de racines. Qui n'ont pas de racines dans le peuple. Voilà, qui restent des formes de fleurs dans des pots qu'on peut transporter. Voilà. Moïse Moussangana, sur la question, troisième scénario, et surtout sur la pensée, proposition de transition, d'une transition. Oui, je crois qu'il y a d'abord un petit fait à relever. C'est quoi? C'est que dans la pensée de M. Mouzito, il fait remarquer le troisième scénario entre dans les cas où les dialogues se tiennent après 2016. Non, en 2016. Plutôt en 2016. 2016, mais il ouvre une transition. Oui. Ok. Mais ce qu'il y a là-bas, c'est que les institutions qui seront issues de cette transition-là, ce sont des institutions si généristes, comme on les appelle. Oui, comme nous les avons connus vers 2003. Et qui auront comme seule mission d'organiser les élections pour pouvoir disparaître dans la nouvelle légitimité. Et ainsi, ceux qui seront élus, alors deviendront la constituante. Oui. Vous avez anticipé, vous avez développé ma pensée. Non, mais vous avez vu dans ma pensée, c'est ce qui est mieux d'ailleurs. Donc, je crois que c'est ça qui est important. Parce que, comme nous l'avons dit, Mouzito est en train de faire voir ce qui peut arriver. Donc voilà, si nous acceptons qu'il y ait une transition, voilà ce qu'il y aura. Donc, ce qui veut dire que les institutions actuelles tombent, il faut le dire. Nous avons les institutions, les nouvelles institutions, sui generis, qui auront pour mission de délire, de préparer les élections, qui en ce moment-là vont donner lieu à une constituante élue. À un parlement qui va jouer le rôle d'une constituante. Alors, ça c'est bien. Alors, M. Steve, c'est vrai que il faut du courage politique pour arriver à dire des choses comme ça. Dans un environnement de forte diabolisation, comment préserver la pureté d'une pensée? Comment arriver à se faire entendre par ceux qui ont malheureusement la critique facile? Alors, le troisième scénario, pourquoi on va aller au peuple? José Dunage l'a dit, c'est parce qu'il doit être l'alpha. On fait une constituante, elle écrit une constitution qu'on resoumet encore au peuple. Bon. Alors pour que les acteurs politiques ne puissent pas tout le temps jouer avec les textes, Mouzito propose que l'on s'inspire de la constitution belge. Évidemment, pouvez-vous nous dire un peu comment ça se passe en Belgique pour qu'on puisse réviser une constitution? Pour réviser une constitution, l'article 195 de la constitution belge considère que, premièrement, 195, ce sont les chambres, donc les chambres parlementaires, qui proposent cette révision constitutionnelle. Et par après, lorsqu'elles proposent et que c'est accepté, la chambre est dissoute, les deux chambres sont dissoutes, pour que les députés reviennent vers le peuple et expliquent ce qu'ils veulent faire comme révision. Et par après, le peuple fait des élections et leur donne mandat d'opérer la révision constitutionnelle. Ils reviennent avec une nouvelle légitimité. Les chambres, avec le chef de l'État, vont continuer l'opération de la révision constitutionnelle. Donc, on fait effectivement du peuple l'alpha et l'oméga. D'où d'ailleurs l'ancien Premier ministre propose que la future constitution définitive de notre pays doit avoir effectivement le 2 verrous. Si l'on veut effectivement que la constitution soit révisée, et même contre tout putschiste,
Donc on peut aujourd'hui accepter que, même s'il y a coup d'État, le putschiste doit faire des élections pour permettre à ce que l'on fasse soit une révision, soit un changement de la Constitution, au lieu que la Constitution soit l'œuvre du rapport de force circonstanciel. D'où effectivement le troisième scénario, comme il l'a précisé, peut-être qu'on ne l'a pas dit, dans ce troisième scénario, le président de la République actuelle devrait être coopté et il faudrait qu'il partage le pouvoir avec ceux qui tiennent les rapports de force actuellement en termes de vice-présidence. Il y a des alliés importants, mais il y a aussi des opposants de grand renom. Donc on ouvrira donc toutes les institutions à une co-responsabilité pour que la période de transition soit une période de l'alimentation du consensus. Alors, c'est très bien, je voudrais peut-être pour qu'on répète, parce qu'on va terminer avec le quatrième scénario et peut-être aller vers les conclusions, c'est que si nous nous inspirons de cette tribune, nous allons faire une constitution qui viendrait après les élections et qui nous sera soumise par le Parlement qui sera mis en place. Bon. Mais en prenant en compte que pour que demain, un groupe pour des intérêts particuliers et partisans, on puisse modifier des dispositions, c'est lui qui propose la modification, commence par d'abord se dissoudre. Et il me revient, s'il revient, tant mieux, il est réconforté. Et à ce propos, disons, comparaison n'est pas raison, mais il y a quand même matière à intérêt dans ce qui se passe ailleurs. J'ai été marqué, moi, par l'expérience grecque. Avec le Premier ministre Alexis Tsipras, il a été élu de la manière la plus régulière possible, Premier ministre, pour une politique bien précise, pour faire court, une politique d'austérité, donc anti-Europe. Alors, maintenant, non, lui n'a pas été élu pour la politique d'austérité, justement, c'est le contraire. Voilà, une politique anti-austérité, donc anti-Europe. Alors, quand il a fallu renégocier la dette grecque, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est rendu compte que la recette, la doxa libérale, etc., européenne, n'était pas soluble dans son propre programme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est auto-sabordé. C'est-à-dire qu'il s'est remis en question, il s'est retourné vers le peuple, lui qui venait d'être élu. Donc il était frais moulu du suffrage universel, mais il est retourné vers le peuple. Il a dit au peuple, voilà, ma politique est en contradiction avec ce que l'Europe veut nous imposer. Est-ce que vous voulez continuer avec moi ou vous voulez choisir la politique européenne? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est démis de ses fonctions de Premier ministre. Il a remis son mandat, il a fait le référendum et le peuple l'a à nouveau adoubé. Voilà, c'est ça son importance, c'est le primat de la souveraineté populaire. Je crois que c'est un élément et c'est important parce que c'est cela qu'il appelle dans cette tribune le péché originel qu'il faut absolument résoudre. En mettant ce genre de verrou dans la future constitution, nous allons résoudre ces problèmes-là de changer les textes et même pas de ne pas les respecter. Alors, Moïse, par rapport à cela, je crois qu'il nous reste d'une bonne minute. Nous allons examiner le quatrième scénario. Avec Steve, qui est le meilleur lecteur de cette tribune, va nous en faire un peu un résumé. J'avais déjà peut-être anticipé en parlant du troisième à la place du quatrième. Voilà. Donc, le quatrième scénario, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le quatrième scénario, on est plus ou moins dans le dialogue après 2016, c'est-à-dire le dialogue ne se tient pas en 2016. On arrive au-delà des échéances électorales. Le président n'a plus sa majorité comme d'habitude, elle devient relative. Le gouvernement glisse. Et donc, on ne peut plus accepter qu'un tel gouvernement puisse gérer. Donc, le président se met dans une mauvaise posture. Et là, effectivement, l'opposition, en tête peut-être le noniste, mobilise la population avec un message et ils arrivent à bloquer le gouvernement. D'où c'est maintenant l'opposition qui prend l'initiative d'un dialogue. Donc, dans ces cas, on est dans deux scénarios. Soit l'opposition qui, en ces moments, avec l'appui populaire, accepte un partage de pouvoir avec la majorité au pouvoir, accepte lors d'une transition qui est partage de pouvoir, soit
l'opposition dit que, bon, comme vous, gouvernement, vous aviez compétence d'organiser les élections, vous aviez commis de fautes politiques, on sait que vous aviez tout mijoté pour glisser. Par conséquent, toute personne qui a été à la majorité, eh bien, ils ne vont pas participer à la transition qui sera mise en place. Donc, dans les deux cas, il y a toujours les hypothèses de travail en matière de première et deuxième transition, mais surtout, pour le cas de rejet de la majorité, là, il tire l'attention. Il dit qu'il faut faire attention. Dans notre histoire, l'histoire de notre pays, on démontre que lorsqu'il n'y a pas consensus entre les forces politiques en présence, il y a toujours une troisième voie, un troisième larron, très souvent une personnalité qui n'a pas une vraie vision sur la gestion du pays, un aventurier politique, peut-être soutenu par la communauté internationale, qui risquerait de prendre le pouvoir. D'où il exhorte, dans tout le cas d'hypothèse, qu'il y ait consensus entre la majorité et l'opposition pour que surtout, ensemble, qu'on résolve le péché originel. Moïse Moussangara, sur la question du quatrième scénario, au cas où l'opposition, par un mécanisme d'insurrection populaire, bloquerait les institutions et paralyserait le fonctionnement de l'État et aurait l'initiative, un peu comme on l'a vu au Burkina Faso. Et Mouzito a l'avantage de l'intelligence stratégique en nous identifiant les différentes hypothèses pour se faire et en donnant un conseil. Oui, avant de répondre à votre question, j'ai répondu très rapidement sur ce que José venait de dire à propos de l'exemple de Tsipras en Grèce. Mais ça, ce sont des comportements qui sont sous-tendus par une culture politique. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une certaine philosophie du pouvoir. Et là-bas, le pouvoir est compris ou est entendu comme une charge, comme un ministère. Alors que chez nous, le pouvoir n'est pas une charge, ce n'est pas un ministère. Le pouvoir, c'est un accès à un standing, un accès à la mangeoire. Donc, les choses deviennent très différentes. Je passe. Pour revenir au quatrième scénario, ça voudrait dire que si entre-temps il n'y a pas un consensus, ça veut dire que quand on arrive au 20 décembre 2016, la légitimité et la légalité actuelle tombent. Ça tombe. Ça tombe. Ce n'est pas l'article 70 de la Constitution qui va soutenir cette légalité ou cette légitimité, parce que, soit dit en passant, parce que la majorité présidentielle, par exemple, prétend que l'article 70 dit que le président actuel reste en fonction. Mais Moïse, la continuité, la continuité des affaires de l'État, on ne peut pas... Mais je pense qu'en cas peut-être d'une force majeure, il y a eu peut-être une guerre, il y a eu peut-être quelque chose comme ça. Mais si c'est quelque chose qui résulte par exemple de l'échec de la gouvernance, ça ne peut pas passer comme ça. Ça ne peut pas passer comme ça. Donc si on arrive à l'échéance et qu'il n'y a pas eu entre-temps un consensus, ça veut dire qu'on ne s'est entendu sur rien. La légitimité et la légalité actuelle tombent. Et on est tout droit vers ce qui est arrivé au Burkina Faso. Alors je crois que le mérite de cette tribune, c'est de prévenir tout cela. Parce qu'il ne faudrait pas que ceux qui sont au pouvoir, par exemple, aujourd'hui, s'assoient confortablement dans leur fauteuil, pensant que non, la loi est de notre côté. Non, je crois que c'est très dangereux. Il reste très peu de minutes. Je vais poser une question, et d'ailleurs, ce sera la dernière. Pensez-vous que l'absence de consensus en 2016 peut forcément être à l'avantage de l'opposition? Et que c'est là où je crois lui-même il répond, parce que quand vous regardez bien, vous allez voir que le peuple ne veut pas des hommes politiques. Alors, José, la question. Oui, Willy, en début d'année, comme je l'ai fait de manière régulière, j'ai fait un papier de prospection, de prospective politique plus exactement, je l'ai titré, je crois, 2016, l'année du saut dans l'inconnu. En fait, nous y sommes. C'est saut dans l'inconnu parce qu'il y a plusieurs
comment dire, il y a plusieurs pesanteurs, il y a plusieurs qui font qu'on ne maîtrise pas toutes les données cette année. Il y a exactement, j'ai cherché le mot, plusieurs hypothèques. Il y a plusieurs hypothèques. Il y a des choses que nous maîtrisons, d'autres que nous ne maîtrisons pas. Nous ne maîtrisons pas quoi? Nous ne maîtrisons pas le consensus derrière lequel nous courons. On peut peut-être ne pas l'avoir. Or, le consensus est essentiel pour la suite. Mais ta question devient intéressante et nous ramène ici, parce que là, nous sommes dans la politique plus ou moins politicienne. En fait, c'est quoi? Ce n'est pas nouveau dans ce pays-là. C'est qu'il y a la stratégie du pourrissement, dont tout le monde peut se servir. Voilà, on parie sur le pourrissement pour préempter la pré-mandature. Donc, arrivons jusqu'à la fin, de manière à ce que... Il n'y a aucun prétexte. Il n'y a aucun... Non, oui. On va retourner dans notre... Vous connaissez la formule, personne n'a gagné les élections, etc. Oui, et donc c'est un pari politicien qu'on peut prendre. Et il y a certaines forces politiques, suivez mon égard, qui parient sur ça. Qui parient sur ça. Mais c'est un couteau à double tranchant, parce que finalement, ce troisième larron-là, par définition, un troisième larron, on ne le connaît pas. Et on ne sait pas dans quelle direction les choses peuvent aller. Et je termine, je l'ai dit dans mon article, un saut dans l'inconnu, c'est que ce peuple, dont vous avez démontré ici avec beaucoup d'intelligence, que finalement, ce peuple, c'est le dindon de la farce de toute la comédie politique qui se joue depuis. C'est le dindon de la farce. Est-ce que ce peuple, ce dindon de la farce, va laisser cette classe politique? Moi, quand je parle de classe politique, je ne fais pas de distinguo entre ceux qui gèrent, parce que ceux qui ne gèrent pas aujourd'hui ont géré hier, on peut continuer, même on gérait il y a quelques minutes. Vous comprenez, c'est pas facile chez nous. Alors, est-ce que ce peuple va regarder cette comédie perdurer? C'est une question fondamentale. Donc, et une des tribunes, d'ailleurs, à ce sujet, avait démontré, parce que quand vous regardez tous les grands partis politiques aujourd'hui, combien de la population ils ont. Moins de 44% des Congolais, des Congolais sont dans les partis politiques. Alors, Steve, par rapport à cette question-là, nous devons atterrir à cette émission. Nous avons compris l'ensemble des 4 scénarios. Nous avons compris aussi que l'anticipation par l'intelligence et la prospective est une arme véritable de gouvernance. Et ça, il faudra quand même qu'on le félicite davantage. C'est lui qui nous a mis dans cette piste-là. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Premièrement, je commencerai par encourager et féliciter l'ancien Premier ministre, parce que quand il parle du dialogue citoyen, je pense que cette tribune en est une preuve. Parce qu'aujourd'hui, le peuple doit quand même avoir une vision, doit quand même savoir ce qui pourrait se passer demain. Parce que moi, personnellement, on me pose à chaque fois la question, quand on me rencontre, eh bien, quand est-ce que le dialogue va se tenir? Y aura-t-il transition ou pas? Et je pense que grâce à cette 9e tribune, on peut calmement expliquer à la population et éviter le fusion de sang. Ce que l'on peut retenir est que, comme vous l'aviez dit, que les acteurs politiques doivent faire très attention. Non seulement pour eux-mêmes, mais pour notre État. Notre État doit être compétitif. Il a suffisamment de richesses qui peut faire de lui un État puissant, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde. Alors, la politique, le système politique congolais est trop bas par rapport à nos richesses. Ils doivent le savoir. Mais malheureusement, le jour où le peuple va se soulever, ça sera contre toute la classe politique. Or, un État sans classe politique, ce n'est que l'anarchie qui va exister. Merci Moïse, vous prenez juste quelques secondes pour terminer, et José aussi, un mot de la fin, et puis je voudrais conclure, monsieur. Donc, je voudrais dire, je crois que Steve l'a fait avec beaucoup plus d'à-propos, pour montrer que personne n'est gagnant dans l'épreuve qui peut s'engager d'ici là. Et que si nous ne faisons pas attention, le peuple pourrait reprendre ses droits. On ne sait pas dans quelle direction tout cela peut s'engager. Et je crois que les expériences d'autres pays, notamment Burkina Faso et consorts, doivent nous servir d'exemple. José? Oui, je crois que la politique du pire est d'autant et pire chez nous. Pourquoi? Parce que justement,
Nous sommes quel pays? Nous devons savoir. Nous sommes un pays encore fragile. Nous sommes un pays où des forces, aussi bien centrifuges que centripètes, sont à l'affût. Ces forces-là attendent. Aux aguets même, ces forces-là attendent. Et si la situation se détériore à Kinshasa, ce n'est pas sûr que ce pays garde sa même configuration. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour cette tribune de presse qui a été consacrée à une pensée. Je voudrais ici, pour terminer, reprendre les paroles d'Eden Kodjo, qui vient de partir d'ailleurs de Kinshasa pour certainement aller rencontrer peut-être Tshisekedi à Bruxelles, qui disait que le Congo a une vocation de puissance. Le Congo est attendu à l'extérieur comme étant un pays puissant qui devra traquer les développements de l'Afrique. Mais le Congo est retardé malheureusement par des contradictions internes qu'il est urgent de résorber. Et je pense que c'est quand même un homme d'expérience qui a dit ça. Et ça nous fait plaisir parce que nous sommes bel et bien engagés dans cette dynamique de sauver ce qui est à sauver. Et ceci devra être fait par l'ensemble de la classe politique des intellectuels congolais. Merci donc de votre fidélité. Nous espérons vous retrouver encore pour une autre tribune ou pourquoi pas un autre débat. Et nous invitons la classe politique aussi. Nos journaux sont ouverts pour la publication des tribunes. Ce n'est pas des choses inédites. Vous devez aussi, vous en tant qu'homme politique, écrivez et envoyez vos tribunes. Nous les publierons et nous en ferons des débats. C'est comme ça qu'on alimente la culture politique dont a parlé Moïse tout à l'heure. Merci et à la prochaine.